Je disais, je voulais remercier d'abord les membres du comité de gestion qui me font l'honneur de me recevoir ici ce matin pour que je puisse m'adresser à vous, professeurs, assistants, étudiants, publics de Matadi d'une façon générale, à propos de la loi Tchani de père et de mère. Je suis extrêmement heureux de vous voir nombreux ce matin. Pourquoi? Parce que ce dont on va parler aujourd'hui va au cœur même de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Vous êtes peut-être trop jeune pour savoir ce que ça veut dire l'indépendance d'un pays. Pourquoi? Parce que tous, vous êtes nés dans un pays, entre guillemets, déjà indépendant. Donc vous n'avez pas assisté à la lutte pour obtenir l'indépendance, se libérer de la colonisation et de l'esclavagisme. Mais je voudrais vous rappeler qu'avant 1960, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents en ont vu de toutes les couleurs. Est-ce que vous pouvez tous me suivre? Il y a des gens qui se parlent entre eux-mêmes là-bas. S'il vous plaît, suivez ici. Au moment où on obtenait l'indépendance, il y a un Belge qui avait lâché une phrase qui devait nous faire réfléchir et qui doit nous faire réfléchir aujourd'hui. Ce Belge avait dit, laissez-les célébrer comme ils veulent, mais je vous assure qu'avant l'indépendance, ce sera égal à après l'indépendance. En d'autres termes, ils avaient mis sur place un système qui allait fonctionner comme avant l'indépendance. C'est-à-dire que rien n'allait changer. Les Congolais allaient continuer à être, en d'autres termes, esclaves dans leur propre pays. Et que la gestion du pays, bien que la façade paraisse congolaise, cette gestion-là n'allait pas être très différente de celle que nous connaissions au moment où le Congo était colonisé, sous la domination belge. Nous avons eu plusieurs gouvernements successifs. L'avant-dernier gouvernement que nous devions garder à l'esprit, c'est le gouvernement de Mobutu Sese Seko. Avant cela, il y avait le gouvernement de Joseph Kasavubu, un natif du Congo central à qui je voudrais rendre un grand hommage pour avoir lutté aux côtés de Patrice Emery Lumumba pour convaincre les colonisateurs à nous laisser tranquilles, à partir chez eux et à nous laisser notre pays. Quand Mobutu était président de la République, on avait une constitution. L'article 7 de cette constitution déterminait les conditions d'accession à la magistrature suprême. Cet article 7 disait, pour être candidat au poste de président du mouvement populaire de la Révolution, président de la République du Zaïre, il faut être zaïrois d'origine, virgule, né de père et de mère zaïrois. Beaucoup de gens n'avaient pas fait attention à cette mention-là. Mais c'est une mention qui était extrêmement importante. Pourquoi? Parce que ça réservait la présidence de la République à qui? Aux autochtones, aux propriétaires de la terre. C'est-à-dire les Congolais dont la lignée les mettait sur le sol congolais et ne les ramenait pas à l'étranger. C'est ainsi que pendant la Deuxième République, quand il y avait des élections, il y a des gens qui étaient dans ce pays-là, mais qui ne remplissaient pas les conditions pour être président de la République. Je vais vous donner un exemple, quelqu'un que vous connaissez. Vous avez entendu parler de Kengo Wadondo. Kengo Wadondo était pendant la période de Mobutu
procureur général de la République, il fut Premier ministre. C'est la personne qui est restée Premier ministre pendant plusieurs années. Je crois qu'il a eu 3 mandats. Malgré ça, Ken Ouadondo n'était pas éligible pour être candidat au poste de président de la République. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'était pas congolais d'origine. Parce que sa mère, d'après ce que j'ai compris, était rwandaise. Son père était polonais. Et par conséquent, lui, je ne connais pas les conditions exactement dans lesquelles il était né. Je pense qu'il était né sur le sol congolais. Il est resté sur le sol congolais, et ainsi de suite. Si bien que qu'il n'était pas éligible pour être président de la République démocratique du Congo, du Zaïre. Maintenant, il y a eu des événements qui ont commencé en 1994. En 1994, qu'est-ce que nous avons connu? Les armées du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda ont fait la guerre contre l'armée de la République du Zaïre. Ils ont chassé du pouvoir le président de la République légalement établi, Mobutu Sese Seko. Une fois qu'ils l'ont chassé, qui étaient ces armées-là? Il y avait l'AFDL de Mzee Laurent Désiré Kabila, qui était soutenu dans un premier temps par l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi, et par la suite, ce même groupe-là, l'AFDL, était soutenu par l'Angola, le Zimbabwe et la Namibie. Il était soutenu par ces 3 pays-là lorsque son gouvernement a été attaqué dans une deuxième guerre qui était dirigée par qui? Il y avait d'un côté le RCD de Azarias Ruberwa soutenu par le Rwanda. Il y avait le MLC de Jean-Pierre Bemba soutenu par l'Ouganda, qui se sont affrontés avec le groupe de Mzee Laurent Désiré Kabila soutenu par l'Angola, le Zimbabwe et la Namibie. Maintenant, pour arriver à remettre de l'ordre dans ce gouvernement, dans un environnement de sécurité, il y a eu les troupes des Nations Unies qui sont venues au Congo pour maintenir la paix et stabiliser le pays. Ces troupes-là venaient de quel pays? De tous les pays du monde. Donc il y avait des armées et militaires de tous les pays du monde venus soit dans le cadre de la MONUC, soit de la MONUSCO, soit aussi dans le cadre du RCD commun, donc les Rwandais, soit dans le cadre du MLC de Jean-Pierre Bemba, donc les Ougandais. Tous ces militaires étrangers sont venus sur le sol congolais. Et vous savez ce qu'ils ont fait pendant cette période-là? Ils ont épousé des femmes congolaises. Ils ont eu des enfants avec des femmes congolaises. Ou les femmes ont eu des enfants avec des hommes congolais. On a eu environ 5 millions d'enfants qui ont un parent congolais et un parent étranger. Maintenant, la constitution qui a été rédigée en Afrique du Sud, à San City, comme c'est connu, cette constitution était rédigée par qui? Par des belligérants. Tous ces gens-là qui venaient avec les soutiens des pays étrangers, avec l'Ouganda, avec le Rwanda, avec le Zimbabwe, avec tous les pays du monde. C'est ainsi que ces belligérants-là, qui avaient dans leur esprit, d'un côté le Congo devant eux, mais surtout les pays d'où ils venaient, ils ont dit on ne va pas réserver le pouvoir simplement aux Congolais qui sont des pères et des mères. Ils ont parlé en Afrique du Sud la mention que pour être candidat à la présidence de la République, il fallait être Congolais d'origine. Ils ont parlé des pères et des mères. En réalité, ils ont ouvert la présidence de la République à tout le monde, c'est-à-dire aux Congolais des pères et des mères, aux Congolais des pères ou des mères. Vous vous rappelez les enfants que je viens de décrire là, issus de ces combinaisons de militaires étrangers avec les nationaux. Ils ont ouvert la présidence de la République à tout ce monde. Moi, j'ai vu un danger à travers cette nouvelle constitution. Le danger, c'est lequel? Le danger est que si on arrive à laisser la présidence de la République ou certains postes de souveraineté dans les mains des gens
qui ne peuvent pas prévoir la loyauté totale à la République démocratique du Congo, nous avons mis le pays dans une situation de conflit d'intérêts. C'est-à-dire, un président de la République qui aurait une mère congolaise mais un père rwandais, il se trouverait dans une situation de conflit d'intérêts. Comment? S'il y a un conflit entre le Congo et le Rwanda, il va trancher dans quel sens? En faveur de quel pays? Il sera contrarié de décider soit pour la RDC, soit pour le Rwanda. Or, il est président de la RDC. S'il prend une décision dans l'intérêt du pays, donc de l'autre parent, donc le Rwanda ou l'Ouganda, nous sommes les gamins de la terre. C'est le Congo qui sera trahi. Pour éviter cette situation de conflit d'intérêts, nous avons proposé que la présidence de la République et certains postes de souveraineté soient réservés exclusivement aux Congolais d'origine nés de père et de mère congolais d'origine. Pourquoi? C'est pour éviter qu'on puisse mettre à mal la souveraineté du pays. Parce qu'un président qui aurait un pied dedans et un pied dehors, s'il décide en faveur de l'intérêt de l'autre pays, il peut vendre la souveraineté nationale. Il peut mettre en cause l'intégrité territoriale. C'est ça le sens. Vous avez suivi tout récemment le président Kagame déclarer que le Rwanda réclame des terres à l'est de la République. Imaginez maintenant que nous ayons un président de la République dont le père est rwandais et la mère est congolaise. Et lui, il est président de la République démocratique du Congo. Et Kagame demande qu'on lui donne le Sud Kivu, le Maniema et le Nord Kivu. Pourquoi? Parce que d'après lui, ces terres-là appartiennent au Rwanda. Notre président de la République, issu des deux pays, il déciderait en faveur de quoi? Il déciderait éventuellement en faveur donc du Rwanda. D'où il pourrait balkaniser la RDC, mettre à mal la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale et donner une portion du territoire à ce pays étranger-là. Vous me suivez? Voilà le sens de la loi que nous proposons en disant que nous reconnaissons que tous les Congolais sont les mêmes. Ils ont droit à tout dans leur pays, dans notre pays. Et ces Congolais-là sont lesquels? Les Congolais nés de père et de mère, les Congolais nés de père ou de mère, c'est-à-dire ayant un parent congolais et un parent étranger, des étrangers naturalisés congolais. Vous pouvez être indien, vous optez pour la nationalité congolaise, vous êtes congolais. Ou bien des apatrides. Les apatrides sont des gens qui n'ont pas de patrie. Vous allez dehors là dans la rue, vous ramassez un enfant avec des yeux comme ça à gauche et à droite, il ressemble à un chinois ou un japonais, mais on l'a trouvé sur le sol congolais, vous le prenez dans votre maison pour des raisons humanitaires. Il grandit, il devient quelqu'un, cet enfant est congolais, il était apatride, il n'avait pas de nation, maintenant nous avons donné la nation congolaise, il est devenu congolais composé. Nous disons que tous ces Congolais-là, ils sont les mêmes. Ils ont droit à tout dans notre pays. Nous devons les traiter comme frères et sœurs. Ce sont les nôtres. On ne peut pas faire la discrimination contre eux. Mais nous disons que pour des raisons de souveraineté, pour protéger l'intégrité territoriale, pendant que tout le monde peut faire la même chose, il peut être musicien, professeur d'université, homme d'affaires, PDG d'une entreprise, ministre des Sports, président du club de football, il peut être commerçant, il peut faire tout ce qu'il veut dans notre pays, tout le monde. Mais nous disons simplement que pour protéger le pays, nous avons fait une incise, réserver la présidence de la République et quelques fonctions de souveraineté que je vais dire tout à l'heure là, aux Congolais, dont nous sommes sûrs de la loyauté à l'égard du pays. Et ces Congolais-là sont ceux qui sont les Congolais d'origine, nés de père et de mère Congolais d'origine. En d'autres termes, nous sommes tous les mêmes, mais quand il s'agit des fonctions de souveraineté, on dit ce sont les Congolais d'origine, les propriétaires de la terre, mais pas comme vous allez le dire, qui pourrait occuper cette fonction de souveraineté dans la présidence de la République. Ce que je propose là n'est pas nouveau. Comme je vous ai dit, ça existait sur le plan du Zaïre, mais ça existe aussi dans d'autres pays du monde. Quels sont les pays qui ont les mêmes dispositions? Quand vous commencez par les États-Unis d'Amérique, la plus grande démocratie du monde d'après leur propre définition,
vous êtes né en Allemagne, on vous a amené aux États-Unis quand vous avez 3 jours seulement de vie, vous grandissez, vous êtes américain, vous pouvez tout faire aux États-Unis, mais vous ne pouvez pas occuper les fonctions de souveraineté. Vous ne pouvez pas devenir président des États-Unis. Et il y a des exemples bien connus qui ont traversé cette expérience-là. Vous êtes trop jeune pour connaître quelqu'un qu'on appelle Henry Kissinger. Kissinger était le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État. C'est la 3e personnalité dans la hiérarchie institutionnelle des États-Unis. Il y a le président américain, le vice-président, et la 3e personnalité, c'est le secrétaire d'État. Henry Kissinger était secrétaire d'État, le plus célèbre à ma connaissance de l'histoire pendant que je suis vivant. Henry Kissinger était né en Allemagne. Il est devenu. Mais nous devons être prudents. Pourquoi? Parce que actuellement, il y a des pays étrangers, des pays voisins qui nous font la guerre et qui veulent nous coloniser, qui vont trouver l'astuce de la double nationalité pour dire que tous les Rwandais deviennent des Congolais, tous les Ougandais deviennent des Congolais. Nous allons exclure la double nationalité à tous les pays voisins de la RDC. On ne va pas avoir la même nationalité avec eux, jusqu'à ce qu'ils puissent demander pardon pour tous les torts qu'ils ont causés aux Congolais. Nous n'allons pas nous mélanger avec les Rwandais, avec les Ougandais. Donc la double nationalité va s'appliquer à tous les pays du monde, sauf avec les pays voisins de la RDC. Et c'est jusqu'à ce que nous allons nous sentir à l'aise de pouvoir nous unifier encore avec eux. Mesdames et messieurs, ce changement-là de l'exclusivité à la double nationalité présente 2 ou 3 avantages que je voudrais vous présenter. Le premier avantage est que le Congo, c'est un pays en développement, n'est-ce pas, qui a besoin de ressources humaines de qualité. Ces ressources humaines de qualité-là, on peut les trouver parmi les 15 millions de Congolais dans la diaspora qui ont étudié à l'étranger, qui ont travaillé à l'étranger, qui ont acquis des expériences professionnelles dans les pays développés, expériences professionnelles dont nous avons besoin pour le développement de la RDC. Donc, c'est nous, la RDC, qui allons gagner en reprenant ces 15 millions de Congolais. Il y a un deuxième avantage aussi, c'est du fait que ces 15 millions-là, en travaillant à l'étranger, ils ont épargné de l'argent parce qu'ils travaillaient dans des pays où il y a un pouvoir d'achat. Par conséquent, leurs épargnes, quand on les reprend comme Congolais, ils peuvent revenir au Congo, investir dans des petits projets ou des projets de développement, ce qui va créer des emplois pour qui? Pour nous tous, pour toute la population congolaise. Je ne vois que des avantages de ce changement-là. D'autres pays l'ont déjà fait. Quand vous allez en Afrique de l'Ouest, vous trouvez un Sénégalais, il a 3-4 passeports dans sa poche. Il a un passeport français, passeport américain, passeport de notre pays. Les Ivoiriens, c'est la même chose. Quand il s'agit donc de voyager et qu'on fait des problèmes aux Congolais ou aux Africains pour voyager, ils sortent le passeport de l'autre pays, ils voyagent facilement. Ils font des affaires, ils gagnent de l'argent, ça profite au pays. Par conséquent, ce que je propose là ne peut être que dans l'intérêt de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, je pense que je suis arrivé à la fin de cette présentation. Pour me résumer, la loi consiste en 2 volets. D'une part, à limiter l'accès aux postes de souveraineté pendant qu'on reconnaît que tous les Congolais sont les mêmes et peuvent tout faire dans leur pays. Et les postes de souveraineté sont ceux que j'ai énumérés tout à l'heure. Au total, environ 250 postes sur une population de 107 millions ou de 122 millions d'habitants. Donc quand vous prenez 250 postes divisés par 122 millions d'habitants, vous trouverez que c'est rien. Ce que nous voulons donc verrouiller. Ça représente environ 0,0001. Donc c'est rien absolument. D'autres pays l'ont fait avant nous. Nous ne sommes pas le premier pays à le faire donc sur la planète Terre. Et le deuxième volet, l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, c'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever la nationalité congolaise à un Congolais. On reste Congolais, même si on est allé à l'étranger et qu'on a dû prendre quelques papiers étrangers. Ça vous regarde vous, mais nous vous reconnaîtrons toujours donc comme Congolais. La dernière question qu'on doit se poser, c'est où est-ce qu'on se situe dans le processus du traitement de la loi. Comme c'est une loi qui était partie d'un individu qui n'est pas député national, moi, je ne suis pas député national.
j'ai dû trouver un député qui a endossé la loi. Il s'agit de l'honorable Singhi Pouloulou Servo Pichou, originaire du Congo central, pour qui je voudrais vous demander d'applaudir très fort. Honorable Singhi Pouloulou n'est pas un député comme tout le monde, c'est un député exceptionnel. Je l'ai découvert. C'est quelqu'un qui met en avant l'intérêt supérieur du peuple congolais, qui met en avant l'intérêt supérieur de la République démocratique du Congo. Il vous représente valablement, il nous représente valablement au niveau de l'Assemblée nationale. Il a pris sur lui la responsabilité de déposer la loi au bureau de l'Assemblée nationale. La loi a été étudiée par le bureau d'études et est programmée pour débat et vote pendant cette session de mars 2023. Donc, j'espère qu'au courant de ce mois de mai, on aura les débats sur la loi et on va voter aussi sur la loi. Je souhaiterais que chacun de nous puisse appeler son député pour lui dire « votez pour cette loi-là ». Pourquoi? Parce que la loi va consacrer ce que j'appelle la deuxième indépendance de la République démocratique du Congo. On a eu la première indépendance où ce qui était avant l'indépendance était égal à après l'indépendance. Mais cette deuxième indépendance ne va plus nous laisser indifférents. Ce qui existait avant ne va plus se répéter après. Le pays qui était infiltré jusqu'à la moelle épinière, nous allons mettre fin à l'infiltration pour que désormais la gestion du pays revienne aux Congolais d'origine, propriétaires de la terre, et que désormais nous sommes les maîtres de notre destin. On peut collaborer avec tout le monde, mais nous ne devons pas compromettre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Mesdames et messieurs, je suis arrivé à la fin de cette présentation. Je voudrais vous remercier de votre aimable attention et je vais m'ouvrir à vous pour répondre aux questions éventuelles. Je vous remercie. Merci, docteur Wadjabouda. Nous allons prendre une première série de questions. Nous avons 4 délégations de filles. N'est-ce pas? Je vois déjà un au fond là-bas. Ah, les garçons, c'est ma nouvelle de plus. Bon, faisons les madame. Monsieur, je viens. Bon, je suis Mounia Fidioké, journaliste à la radio-télévision. Ma question. Ne pensez-vous pas que cette loi divise aussi tant d'autres acteurs politiques qui disent que cette loi vise à nuire certains acteurs politiques par rapport à cette année électorale, de peur que vous puissiez les écarter par rapport à leur popularité. La deuxième question est que, êtes-vous convaincu que cette loi Tiani sera adoptée dans l'Assemblée nationale? Voilà, je vous remercie. Soyons directs dans nos questions. Merci, monsieur le professeur Noël Chani. Je me nomme Lugis Sikoulé Placide, étudiant en deuxième licence droit privé judiciaire. Je voudrais un peu m'attirer sur la question de la nationalité, parce qu'il s'agit de cela. Ce qui dérange un peu le plus national et international, je veux dire. Félicitations à vous parce que la question est ma pertinente. Mais parce que vous parlez de la reconnaissance de la nationalité, vous dites ces fonctions
conditions légales ne peuvent revenir qu'aux Congolais, nés de père et de mère, contrairement à ce que la Constitution, dans son article 10, parle de la reconnaissance de la nationalité, soutenue aussi par la loi organique 04/04 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité, qui détaille la reconnaissance et les conditions de reconnaissance de cette nationalité. Lorsque vous parlez de ces fonctions qui ne peuvent revenir aux Congolais nés de père et de mère, je voudrais juste savoir à quel niveau vous situez cette reconnaissance au niveau de père et de mère. Pourquoi je le dis? Posez la question. Oui, je remercie. Le Congo, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, est composé de 4 groupes de peuples. Le Soudanais, les Nilotiques, les Bantous et les Bigou. Nous avons plusieurs ethnies comme nous le savons. Et la Constitution dans son accès. Je voudrais d'abord vous remercier tous les deux, les intervenants, pour des questions intéressantes. Madame Dioké, j'ai été pour vous dire. Dioké, vous avez soulevé quelque chose que je devais mentionner dans la présentation. Donc merci de me donner l'occasion d'en parler. Madame Dioké a parlé de la loi de la congolité. La congolité n'est pas concernée par cette loi ici. Ce n'est pas la loi de la congolité. Nous, nous l'appelons la loi Tchani de père et de mère. Et je vais vous dire pourquoi. La congolité, c'est un terme péjoratif inventé par les détracteurs de la loi pour mettre dans vos têtes les mauvais souvenirs de l'ivoirité. L'ivoirité en Côte d'Ivoire était cette politique qui a consisté à refuser la nationalité ivoirienne à 7 millions d'Ivoiriens. Les 7 millions d'Ivoiriens étaient situés au nord de la Côte d'Ivoire, à la frontière avec le Burkina Faso. Le président Alassane Ouattara, qui est un ami, se trouve aussi au nord de la Côte d'Ivoire. Donc, l'ivoirité consistait à dire que vous, les gens du nord, là, vous n'êtes pas des Ivoiriens. Vous êtes des Burkinabés. Et c'est ça qui a provoqué la guerre. Parce que quand vous refusez la nationalité à 7 millions d'individus, c'est toute une nation, c'est tout un pays. Ce n'était pas acceptable. C'est comme ça qu'ils se sont mis à se battre avec ceux qui leur refusaient la nationalité. Dans ma présentation d'aujourd'hui, je vais vous poser la question sincèrement. Est-ce que vous avez entendu quelque part où j'ai dit qu'on va refuser la nationalité à autant de Congolais? Est-ce que vous avez entendu ça? Cette loi, la loi Tchani, c'est le contraire de la congolité ou de l'ivoirité. Pourquoi? Parce qu'au lieu de refuser la nationalité à 7 millions de gens comme en Côte d'Ivoire, nous allons redonner la nationalité à 15 millions de Congolais qui se trouvent dans la diaspora. Donc ce n'est pas la congolité. Ça, c'est la première clarification. Donc s'il vous plaît, parce que vous êtes journaliste, effacez le mot congolité de votre tête et retenez désormais que ça s'appelle la loi Tchani de père et de mère. D'ailleurs, ce matin, il y avait un reportage sur France 24. J'ai juste allumé ma télévision et j'ai vu France 24, on disait la loi Tchani, un reportage fait par Aurélie Bazara Kibangula, qui est représentant de France 24 au Congo, basé à Kinshasa. Et il parlait de la loi Tchani justement. Donc, nous n'avons pas un problème de refuser la nationalité à qui que ce soit. Maintenant, je viens à la question qui est supposée la question de nationalité. Cette loi ici ne parle pas de donner ou de refuser la nationalité à qui que ce soit. Nous reconnaissons les lois existantes. Ceux qui sont congolais, ils sont congolais. On ne va pas leur arracher la nationalité. Et ceux qui ne sont pas congolais, on ne va pas leur donner la nationalité. La seule chose qui va être concernée ici, ce sont des Congolais qui ont perdu la nationalité par le principe de l'exclusivité, et nous allons dire, parce que nous passons de l'exclusivité à l'irrévocabilité, vous redevenez des Congolais. Mais on ne refuse la nationalité à personne. Par contre, cette loi parle des conditions d'éligibilité
à la présidence de la République et au poste de souveraineté. Ces conditions-là, c'est tout à fait normal. Dans chaque entreprise, il y a des règles. Si vous voulez, par exemple, sélectionner des joueurs pour jouer dans l'équipe nationale, et vous avez besoin que les Congolais viennent, tout celui qui veut jouer dans l'équipe nationale vient, et vous allez mettre des règles, qu'on va mettre la balle ici, la personne tire 10 fois au but. S'il marque au moins 5 fois, il est revenu dans l'équipe nationale. Vous prenez les uns après les autres. Maintenant, vous alignez Noël Tchani et Félix Tshisekedi et Martin Fayulu pour qu'ils viennent aussi tirer la balle. Félix Tshisekedi a prêté, il tire, la balle va de côté. Martin Fayulu arrive, il tire, la balle va de l'autre côté. Noël Tchani arrive, il tire, la balle entre. Devinez quoi? C'est celui qui a marqué, qui a répondu aux critères, qui va être sélectionné pour faire partie de l'équipe nationale. C'est la même chose pour la présidence de la République. Nous disons que vous voulez être candidat, tout le monde peut être candidat, il y a des conditions. Ces conditions-là sont des éliminatoires. Ça permet d'éliminer certaines personnes qui ne remplissent pas nécessairement ces conditions. Par exemple, la première condition, il faut déposer une caution de 100 000 $, non remboursable. Une caution. Dans cette salle, qui a 100 000 $ à déposer pour être candidat à la présidence de la République? Qui? Vous avez vu? Personne n'a 100 000 $ à déposer pour être candidat à la présidence de la République. Mais moi, j'ai 100 000 $ à déposer. Donc, on vous a tous éliminés. Il ne reste plus qu'un seul éliminé. J'ai répondu aux critères et on m'a retenu sur ça. Deuxième critère, pour être candidat à la présidence de la République, il faut être congolais d'origine. Tout le monde ici est congolais d'origine. Mais maintenant, nous ajoutons nés de père et de mère congolais d'origine. Ceux qui ne sont pas des pères et de congolais d'origine, ils tombent au même titre qu'on a eu d'autres éliminatoires qui ont été éliminés déjà. Donc, il ne s'agit pas de modifier la loi sur la nationalité. Il s'agit de redéfinir les règles du jeu et surtout que cette règle-là a existé pendant la période de Mobutu. Pour être candidat au poste du mouvement, du président du mouvement populaire de la révolution présidente de la République du Zaïre, il fallait être zaïrois d'origine. C'est ainsi que des gens qui prospèrent aujourd'hui, qui vivaient dans ce pays, n'étaient pas éligibles pendant la période de Mobutu. Vous voulez que je vous donne quelques noms? Kengo Adodo existait pendant la période de Mobutu, il était Premier ministre pendant près de 15 ans. Kengo Adodo n'était pas éligible pour la présidence de la République. 2. Moïse Katumbi. Il existait dans ce pays-là. Il n'était pas éligible pour être candidat au poste du président de la République. 3. Il y avait Bissélimana et Bissélimana. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous rétablissons la vérité qu'ils ont falsifiée. Nous voulons rétablir ces règles-là très clairement pour que désormais, nous pourrons devenir président de la République qu'un Congolais né de père et de mère congolais d'origine. La question de la race, elle est importante parce qu'il y a des gens qui jouent avec le feu. D'abord, je voudrais vous poser une question. Il y a combien de races en République démocratique du Congo? Il y a combien de races? Nous n'avons qu'une seule race ici, nous sommes tous des Noirs. C'est pour ça que nous sommes situés dans ce qu'on appelle l'Afrique noire, l'Afrique subsaharienne, au sud du Sahara. Nous sommes tous des Noirs, il n'y a pas de multiples races ici, tout le monde est noir. Donc la question des races ne devait pas se poser. Mais parce que les gens veulent utiliser des subtilités. Ils disent par exemple qu'on veut faire la guerre aux gens qui sont métissés. Le métissage peut être noir-noir, noir-blanc ou noir avec autre chose. Les noirs-noirs ne semblent pas faire des problèmes avec ça. Mais les noirs-blancs ou les blancs-noirs semblent pouvoir penser que nous leur faisons la guerre. Mais je voudrais vous dire quoi? Les métis congolais se trouvent dans quelle province? Vous connaissez les provinces où il n'y a que des métis? Non. Les métis sont répartis dans toutes les provinces, dans toutes les ethnies, dans toutes les familles, ils sont partout. Donc on ne peut pas viser simplement les métis en disant vous serez donc exclus. Ensuite de cela, quand on a des partis politiques, vous connaissez des partis politiques où il n'y a que de noirs, on a exclu les métis. Dans mon parti politique, on a plusieurs métis, des associations de métis qui sont membres de ce parti-là, la force du changement. Mais il y a un parti politique qui pose problème. Vous parlez d'ensemble pour la
la République de Moïse Katumbi. Vous savez quoi? C'est eux qui soulèvent ce problème de race, mais c'est eux qui sont des racistes. Je vais vous dire pourquoi. Vous regardez tout le leadership de l'ensemble pour la République. Ça inclut qui? Moïse Katumbi, Olivier Kalitatou, José Ndungu, tous les métis, et j'y ajoute leur affidé là, Jean-Claude Bouyambo, un autre métis. Et vous trouvez la concentration des métis dans un même parti politique. Moi, je pense qu'ils ont un problème. C'est là qu'il y a un problème racial. Ok, encore une fois, je voudrais vous remercier les intervenants pour les questions intéressantes. Je vais commencer par la dernière question posée par Madame ou Mademoiselle Banza Yoanza. C'est ça? Parfait. Vous dites un Congolais d'origine qui est parti à l'étranger. Il a pris la nationalité étrangère pour se conformer aux règles de ce pays-là. Maintenant, il a perdu la nationalité congolaise. Maintenant, nous allons faire le principe de l'irrévocabilité. Il va récupérer sa nationalité et il décide de revenir au Congo. Est-ce qu'il sera loyal à l'égard du pays au même titre que ceux qui étaient toujours restés au Congo? Moi, je vais vous dire qu'entre nous Congolais, il y a parfois ce que j'appelle des petites jalousies. Des petites jalousies où on assiste à une guerre froide entre les Congolais de l'intérieur et les Congolais de la diaspora. Les Congolais de l'intérieur considèrent que ceux qui sont de la diaspora, on ne devait plus les reprendre. C'est comme s'ils sont allés dans l'autre camp, on ne devait plus les reprendre. Mais moi, j'ai l'avantage d'avoir été Congolais de l'intérieur et d'avoir été aussi Congolais de la diaspora. Quand je vois la vie que je vivais à l'étranger, je peux vous assurer qu'il ne s'est passé pas un seul jour sans que je puisse penser soit à ma famille, soit à la République démocratique du Congo, mon pays. Tout ce que je faisais là-bas, j'avais toujours ma famille dans mon cœur et mon pays dans mon cœur. Et je me sentais parfois comme un sacrifié de la famille. Pourquoi? Parce que, vous savez, je suis sorti d'ici, j'étais trop jeune, j'avais 17 ans. On me met dans l'avion et on me dit, tu vas aller étudier à l'étranger. Vous savez qui m'a mis dans l'avion? Le gouvernement du Zaïre. Le gouvernement du Zaïre m'a donné la bourse d'études, m'a dit, tu vas étudier à l'étranger. Je vous jure, quand nous sommes partis d'ici avec l'avion d'Air Zaïre, on a fait escale à Rome. C'était au mois de novembre. Il avait neigé abondamment. Je n'avais jamais vu la neige dans ma vie. Et on a ouvert la fenêtre pour qu'on puisse prendre un peu d'air. Je suis sorti pour juste prendre un peu d'air. J'ai été frappé par un courant d'air froid. Je me suis dit, ouf, c'est ça qu'on appelle l'hiver. Si on m'avait donné un billet d'avion pour retourner au Congo immédiatement, je serais revenu. J'étais choqué et je n'avais même plus envie d'aller étudier à l'étranger. Mais je suis resté parce que j'étais en mission envoyée par le gouvernement. Année après année, j'ai fait mes études, j'ai réussi, j'ai terminé, j'ai commencé à travailler, j'ai beaucoup aidé beaucoup de gens ici et j'ai beaucoup aidé mon gouvernement. Vous connaissez le plan Marshall? Le plan Marshall, c'est une vision que moi j'ai écrite, vision de développement pour donner à mon pays gratuitement. Si je l'avais fait pour un autre pays comme le Qatar, on m'aurait payé peut-être 50 millions de dollars. Mais j'ai écrit ça gratuitement pour mon pays. Par conséquent, dire que ces Congolais-là qui ont vécu à l'étranger, quand ils reviennent ici, est-ce qu'ils seront loyaux à la République démocratique du Congo au même titre que ceux qui sont restés? Ma réponse est oui. Quand on est Congolais, on a ça dans son cœur. On est attaché à cette terre-là. On ne peut pas avoir deux terres à laquelle on est attaché sur terre. Il n'y a que la terre là où on était né, là, cette terre qui est la nôtre. Par conséquent, oubliez ce qu'ils ont fait à l'étranger. Quand ils reviennent au Congo, nous allons nous assurer qu'ils restent loyaux à la République démocratique du Congo. S'ils font des choses qui ne sont pas loyales à la République démocratique du Congo, on va couper le cordon ombilical à travers le système de justice. Pourquoi? Parce qu'on aura considéré qu'ils ont trahi leur pays. Par conséquent, oublions cette division superficielle entre diaspora et Congolais de l'intérieur.
nous sommes tous les mêmes et nous voulons que les nôtres puissent donc se joindre à nous pour que nous puissions travailler ensemble pour développer la République démocratique du Congo. Il y a étudiant patient qui a soulevé la question de l'unicité de la nationalité congolaise, en demandant si nous disons que nous n'allons pas reconnaître la double nationalité avec les pays voisins. Et nous savons que ces pays voisins-là sont soutenus par d'autres pays étrangers. Est-ce qu'on a résolu le problème en coupant avec les pays voisins et en gardant de bonnes relations avec les autres pays? Vous savez, nous devons commencer quelque part. Ceux qui sont à l'extérieur et qui utilisent les pays voisins pour exploiter la RDC, ils le font de façon malicieuse. On ne sait pas établir le contact direct. Nous allons commencer par réglementer la détention des passeports avec les pays voisins. Et si par la suite, ces pays voisins sont neutralisés et que ceux qui étaient leurs sponsors arrivent à se manifester, on prendra des dispositions appropriées en ce moment-là. Maintenant, il y a l'étudiant terrible là qui est venu du Kassai, M. Mutombo, qui soulève beaucoup de choses, qui dit que la proposition de loi heurte la Constitution, elle est anticonstitutionnelle et consort. Je voudrais dire à M. Mutombo que la Constitution Kassongo, je voudrais dire à M. Kassongo que la Constitution est un document écrit par des êtres humains. Et parce qu'il est écrit par des êtres humains, il peut être imparfait. C'est pour ça qu'il y a souvent ce qu'on appelle des révisions constitutionnelles. Ceux qui avaient écrit cette constitution nous ont produit des articles qui sont très bons, mais des articles qui sont aussi très mauvais. Et ils ont prévu des mécanismes de révision de la Constitution. La Constitution elle-même indique que l'article 220 de la Constitution est intangible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le modifier. N'est-ce pas? Par conséquent, on dit, à part l'article 220, tout le reste est modifiable. Ce que nous proposons va entraîner pas la violation de la Constitution, mais la modification de certains articles de la Constitution que nous estimons ne répondent pas aux défis et aux enjeux de développement du pays. Et ces deux articles que moi j'ai identifiés, en collaboration avec l'honorable Sindhu Kourou Servo Bichou, nous parlons seulement de deux articles. L'article 10 à modifier, pas à violer, mais à modifier. Et l'article 72, pas à violer, mais à modifier. Donc, si vous considérez que cette loi, avant la modification, elle est anticonstitutionnelle, je vous dirais simplement que ce n'est qu'une proposition, parce que la loi n'est pas encore adoptée. On va modifier les articles qui fâchent pour que la Constitution reflète ce que nous voulons à travers cette loi. Donc, il n'y a rien de constitutionnel. C'est une démarche tout à fait normale qui a été prévue par le législateur qui a dit que l'article 220 est intangible et que tous les autres articles sont à modifier. Maintenant, il y a monsieur l'étudiant Kalilou Moulango qui dit: est-ce que l'infiltration sera terminée, le problème réglé après adoption de cette loi et promulgation? Non. Vous savez, les êtres humains sont plus intelligents que nous pensons. Une fois que nous avons adopté cette loi, on aura des règles claires en ce qui concerne les conditions d'éligibilité aux fonctions de souveraineté. Les règles seront claires. Désormais, on ne pourra plus avoir un infiltré qui arrive dans ces fonctions-là. Mais la société congolaise est très grande. Il y a d'autres institutions, d'autres mécanismes qu'il faudra qu'on puisse envisager pour que nous puissions lutter davantage contre l'infiltration à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que si on se limite simplement à 250 postes, on dit qu'on a résolu le problème d'infiltration, on se trompe. Il y aura toujours des malins qui vont essayer de pouvoir nous infiltrer en utilisant d'autres mécanismes, peut-être que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Il nous appartiendra à nous de conscientiser la population congolaise pour que chacun de nous, là où il se trouve, qu'il soit le gardien de la souveraineté nationale.
qu'il soit l'agent de lutte contre l'infiltration pour que s'il voit juste quelque chose qui ne va pas, qu'il prenne le téléphone, qu'il appelle l'ANER, qu'il prenne le téléphone, qu'il appelle la maison communale ou bien l'administrateur du territoire pour dire je vois un infiltré ici, voici ce qu'il peut faire et les autorités pourront prendre la suite. Donc, c'est une lutte à laquelle tout le peuple congolais, chacun de nous doit participer pour que nous puissions donc réussir au-delà d'avoir simplement donc des lois. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions qui